Bon, l'idée, c'est de vous faire rapidement un petit panorama de la cybercriminalité. Essayer de voir un peu dans le contexte des structures, un peu, pas forcément des grandes compagnies, voilà, des petites structures, qu'est-ce qui se passe. De vous montrer qui sont les attaquants et les victimes. On a des fausses idées sur qui sont les victimes, et puis on essaiera de finir avec quelques bonnes idées pour se protéger, les idées les plus simples. Alors déjà, je vais commencer par une question pour vous. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà été, à titre professionnel, fait l'objet d'une attaque, d'une cyberattaque, qui ont déjà été piratés? Oui. 3. C'est ça, on verra, d'accord. Et à titre personnel, est-ce qu'il y en a qui ont fait l'objet de fraude, ou choses comme ça? Très bien, donc on va vous montrer que ça peut arriver à tout le monde. On va commencer juste rapidement par deux définitions, donc la notion de cyberattaque et de cybermenace. Donc j'ai pris les définitions, donc c'est tout simplement la définition, un de Wikipédia, puis l'autre de celle que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement, Centre canadien pour la cybersécurité. Ce qui est important, c'est de faire un peu la différence entre une cyberattaque et une cybermenace. On parle tout le temps de cyberattaque, mais l'attaque, c'est le moment où, j'ai envie de dire, il est trop tard. D'accord ? Dans la notion d'attaque, il y a aussi la notion de victime. Ce qui est important, c'est de comprendre la cybermenace et c'est de comprendre le risque auquel on est, soumis. Non, je lui disais hier, est-ce que tu n'as pas une image un peu plus parlante? Fait que la seule que moi j'ai trouvée, c'est en gros, vous allez à Miami, sur la plage, vous allez vous baigner. Fait que la cybermenace, c'est vous baignez tranquillement, puis vous n'êtes pas au courant qu'autour de vous, il y a des requins. Moi, j'ai peur des requins. Puis la cyberattaque, là, c'est le requin qui vient goûter vos mollets. Là, c'est vraiment une attaque concrète. Donc, ce qui est important, c'est de connaître le risque quand vous faites une action, quand vous avez vos systèmes d'information. Ce qui est important, c'est de bien maîtriser le risque qui est autour de vous pour vous en prémunir avant l'attaque. D'accord ? Donc, typiquement, est-ce qu'il y a des requins? Est-ce qu'ils aiment mes mollets? Des choses comme ça. D'accord ? Donc, on va beaucoup parler de cybermenace, en fait. Alors, la menace, qu'est-ce que c'est? La menace, c'est un élément de trois choses. Donc, c'est ce qu'on va appeler des auteurs de menaces. Donc, c'est des personnes qui vont... Ou des requins. Ou des requins, qui vont avoir des motivations, et on y reviendra un petit peu après sur ce que sont ces motivations, et puis des moyens pour commettre leurs attaques. Et de l'autre côté, vous avez vos compagnies ou vos organisations qui vont avoir un niveau d'exposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'exposition? C'est est-ce que je suis connu? Est-ce que j'ai beaucoup d'interactions avec Internet? Est-ce que j'ai juste un site web? Est-ce que j'ai des liens de connexion avec des clients, avec des fournisseurs? Vous allez avoir un niveau de... J'ai marqué de gestion de la cybersécurité, c'est dans votre organisation, comment je gère la cybersécurité. Est-ce que c'est un sujet vraiment important? Est-ce que je m'en occupe? Est-ce que finalement je ne sais pas trop ce que c'est, puis je fais confiance à tous mes fournisseurs? Puis vous allez avoir un niveau de préparation à la cyberattaque. D'accord? Est-ce que vous avez déjà fait des tests pour voir, tiens, si demain je me fais cyberattaquer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand vous allez prendre la combinaison de tout ça, de la menace et de la défense, ça va vous donner la probabilité qu'une attaque chez vous réussisse. D'accord? Donc il y a bien deux choses, il y a la menace et puis il y a la défense. Et puis c'est la combinaison de ces deux éléments qui vont faire que vous allez être plus probable d'être victime d'une attaque ou pas. Donc les défis, c'est d'éviter que les attaques réussissent, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, vous allez en avoir. D'accord? Si elles se reproduisent, c'est de limiter l'impact. Donc, je suis attaqué, ok, comment je peux cloisonner mon système pour faire éviter que je sois trop impacté? Et puis surtout, comment je peux faire pour reprendre mon activité le plus vite possible et limiter justement les impacts à long terme. Là, on va parler vraiment de l'évolution des cyberattaques et de leurs impacts. Donc, il y a une statistique, c'est un sondage de KPMG qui dit que 72% des dirigeants des PME déclarent avoir subi des cyberattaques au cours de l'année écoulée. Alors, ce qu'on appelle cyberattaque, ça peut être une vraie attaque qui paralyse votre système, mais ça peut être aussi, dans le cadre de ce sondage, et c'est ce qui explique aussi le chiffre, c'est le fait non seulement d'avoir reçu un email frauduleux, même si on n'a pas cliqué, on considère ça comme une cyberattaque. D'accord ? Donc, c'est pour ça que ce chiffre est important, mais il est assez représentatif finalement du niveau de risque. Est-ce que, Christophe, juste une question, parce que là on parle de PME, mais on s'adresse à des OBNL, qu'est-ce qu'ils devraient se sentir autant concernés? Oui, la statistique a été faite sur des PME, mais globalement c'est la même chose pour tout type
d'organisation, on va dire. D'accord ? Que ce soit des grosses compagnies, que ce soit des PME ou des OBNL. D'accord ? Le problème, en fait, on le verra un peu plus tard, les attaquants ne ciblent pas généralement quelqu'un de spécifique, ça va être plus des attaques un peu au petit bonheur la chance. J'envoie des emails frauduleux, puis tant pis pour le premier qui clique. D'accord ? Donc la statistique reste vraie, à mon sens, dans votre contexte. Ce qui est important aussi, c'est que l'année dernière, le même sondage montrait 63% de compagnies. Donc l'idée, c'est de dire, déjà on est à un niveau haut, mais en plus on est plutôt sur une croissance du nombre d'attaques. Alors ici, je vous ai mis un petit graphique. Ce n'est pas le nombre d'attaques, c'est l'évolution de l'impact financier des attaques. D'accord ? Donc, c'est bien le nombre d'attaques qui augmente et les attaques qui sont en plus de plus en plus, on va dire, violentes et agressives et qui coûtent de plus en plus cher aux compagnies. Donc, c'est ce qui explique cette pente qui est quand même assez importante. Le message, c'est de dire, ça fait des années que ça dure. S'il y a des projections à 2029 et on voit que c'est la tendance. Donc de toute façon, le nombre d'attaques va augmenter de plus en plus. Marcelo l'a montré, c'est de plus en plus. Enfin, il y a vraiment des outils qui permettent très facilement de faire des attaques, donc le nombre d'attaques va augmenter. Et puis surtout, l'impact de ces attaques continue d'augmenter. Donc c'est vraiment une combinaison du nombre d'impacts et puis de la force, du nombre d'attaques, et de la force de l'attaque. Ce qui fait que vous avez cette forte croissance. Vous voyez, il y a une petite cassure en 2020. Typiquement, c'est l'arrivée des premières attaques par intelligence artificielle. Donc vous avez aussi des moments où cette courbe prend des cassures comme ça, puis globalement, c'est toujours dans le même sens la cassure, d'accord ? C'est toujours. Donc il y avait eu la même chose dans les années 2010-2011 avec l'arrivée des crypto-monnaies, d'accord ? Parce que les crypto-monnaies permettent aux pirates de se faire payer les rançons plus facilement sans se faire découvrir. Puis il y aura probablement la même chose dans les années 30 avec l'arrivée de l'informatique quantique. Donc tout ça pour vous dire que c'est une courbe qui est croissante, qui a des cassures, et puis ça ne va pas s'arranger. D'accord ? Donc l'idée, c'est pas de vous faire peur, d'accord ? C'est pas le sujet, c'est de dire simplement, voilà, c'est un fait, et puis il y a des choses à faire pour se protéger. Alors, qui mène les cyberattaques ? On a vu tout à l'heure, les attaquants ont des motivations, et puis des moyens. Donc les deux motivations principales, on verra que ce n'est pas les seules, mais les deux motivations principales, c'est le gain financier. Donc c'est typiquement aller chercher une rançon. D'accord ? Donc c'est généralement des activités, au sens large, mafieuses. Et puis deux, vous avez des attaquants qui vont essayer plutôt de perturber vos activités. D'accord ? Plus ou moins. Et là, on peut avoir, alors j'ai mis attaque étatique ou idéologique parce que c'est la plus grande majorité, mais on verra que ce n'est pas forcément. D'accord ? L'attaquant, ça peut être une personne isolée. Quelqu'un qui est mécontent dans une compagnie, quelqu'un qui est mécontent, peut être un concurrent, ça peut être des choses comme ça, donc ça peut être des personnes isolées avec des moyens relativement faibles, mais ça peut être des groupes mafieux qui là pour le coup ont des moyens, et puis de plus en plus, et on va en reparler, des agences ou des groupes qui dépendent d'États ou qui sont financés par les États. Donc encore une fois, c'est pas nécessairement, il n'y a pas besoin d'être un grand groupe avec des revenus incroyables, etc. C'est ce que tu dis. Oui. C'est que finalement tout le monde est concerné pour des raisons diverses, c'est ça ? On va en reparler un petit peu après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque des États ont des confrontations politiques, généralement par derrière, leurs organisations cyber mènent des campagnes de déstabilisation des autres États. Et pour déstabiliser, on ne va pas forcément attaquer les sites de l'État, on ne va pas forcément attaquer les grandes compagnies, mais des fois perturber le tissu économique des PME, surtout au Canada où ce tissu est très important et vital pour l'économie. Ça peut être beaucoup plus efficace pour un État que d'aller pirater des banques. D'accord ? Donc les OBNL pourraient être attaqués par ce biais-là. Et par ce biais-là, puis on va voir juste après que souvent on a tendance à se dire moi je suis une OBNL, je ne suis pas une banque, je n'ai pas des millions de dollars. On va voir que ce n'est pas forcément ça qui vous protège. Donc, juste, on revient 30 secondes. Donc voilà, moi je vous ai parlé de deux principales motivations, mais vous voyez que ça peut être donc des motivations géopolitiques, idéologiques, voilà. Et puis les acteurs, on va avoir les États-nations, les cybercriminels, les groupes terroristes, des fois des amateurs de sensations fortes. Moi j'ai déjà été piraté, enfin attaqué par un jeune de 14 ans qui voulait s'amuser, voilà, et qui a créé des choses, voilà. Et puis surtout la menace interne, alors, peut-être pas dans des petites structures, mais souvent, une statistique alors qui date un petit peu, mais qui disait que 70% des attaques viennent de l'interne, d'accord ? C'est plutôt des personnes mécontentes, on a connu tous l'affaire Desjardins, voilà, c'était quelqu'un d'interne qui a piraté et qui était mécontent et qui a voulu s'exprimer.
Alors, qui est la cible des cyberattaques? Alors, le point, c'est que les pirates ciblent tout le monde. D'accord? Donc, il n'y a pas de profil particulier pour être susceptible de subir une attaque. Encore une fois, les banques sont des cibles, mais vous n'avez pas besoin d'être une banque pour être une cible. Pourquoi? Parce que vous avez 4 types de cibles. Vous avez la cible directe. Donc, je suis un pirate, je veux pirater une banque, je vise la banque. Et là, j'ai envie de dire, dommage pour la banque, parce que globalement, si l'auteur de la menace a la motivation et les moyens, il va toujours rentrer. D'accord? La CIA se fait pirater, le département de défense se fait pirater. À partir du moment où les gens mettent les moyens et sont motivés, il y a tellement de faiblesses, comme l'a montré Marcelo tout à l'heure, que vous finissez toujours par rentrer. Globalement, j'ai envie de dire, probablement que vos OBNL ne sont pas dans ce cas-là. Pour autant, vous pouvez être une cible indirecte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une cible indirecte? Justement, je veux pirater des jardins. Des jardins, ils sont bien protégés, ils ont des équipes, ils ont des centaines de personnes qui font de la cybersécurité. Je n'ai pas réussi à rentrer chez des jardins. Mais des jardins, il a des fournisseurs. Puis ces fournisseurs, il y a de toute taille, et peut-être qu'il y a des fournisseurs qui, eux, ont des faiblesses. Donc, je vais pirater des jardins. Donc, je vais passer par une cible indirecte. Je vais pirater le fournisseur, qui généralement n'est pas aussi bien protégé que des jardins. Du fournisseur, je vais rebondir chez des jardins. Donc, vous n'êtes pas la banque, vous êtes simplement son fournisseur, mais finalement, vous êtes une victime parce qu'on vous utilise pour rentrer chez les jardins. Et est-ce que ça fonctionne si on est le client de la banque, par exemple? Alors, c'est un peu moins vrai parce que si vous êtes client de la banque, vous bénéficiez des protections de la banque. D'accord? Donc, okay. En l'occurrence de Desjardins, parce que j'ai pris cet exemple, mais c'est un peu vrai c'est vrai pour toutes les banques. Donc, dès lors qu'on est fournisseur, qu'on a des clients, potentiellement de taille, en tout cas d'intérêt pour devenir des cibles, là, on peut être un peu la porte d'entrée. On peut être le vecteur qui permet d'attaquer le client. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet indirect. Vous pouvez être aussi victime d'un effet collatéral. Vous avez tous des activités, puis pour vos activités, vous avez besoin de matériel, vous avez besoin de logiciels qui font que si vous n'avez pas ces matériels et ces logiciels, vous ne pouvez pas travailler. Ça peut être des machines de production, ça peut être simplement des serveurs pour faire la paye, pour faire des choses comme ça. Vous avez besoin de ça pour travailler. L'effet de la victime collatérale, c'est si ce fournisseur lui-même se fait pirater et puis il ne peut plus délivrer son service, vous êtes impacté par effet collatéral en fait, d'une attaque. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas vous-même la cible, mais vous avez les effets derrière et puis vous devez traiter avec ces effets. Et puis, ce qui est généralement le plus probable, c'est que vous êtes victime d'une vague à l'aveugle. Donc là, typiquement, le pirate, il envoie 10 millions de mails avec son lien frauduleux. Et puis, tant pis pour celui qui clique. D'accord? Donc, il ne vous vise pas. Il envoie des mails, mais par millions. Et puis, il y en a bien 10 ou 15 qui vont cliquer. Et puis, lui, il va faire son argent comme ça. D'accord? Donc, l'idée, et on peut du coup avancer, l'idée, c'est de dire, attention, effectivement, vous n'êtes pas des entreprises qui allaient être des cibles directes. Mais pour autant, vous pouvez être des victimes tout autant de cyberattaques. Donc ça, c'est un sondage qui a eu lieu l'année dernière. Donc, c'était sur des PME, mais pareil, des PME peuvent être de toute taille. L'idée, c'était de se dire, tout le monde disait, plus l'entreprise est grande, plus elle est susceptible de devenir la cible des pirates informatiques. Et puis cette perception, plus la PME est modeste, plus cette impression était vraie. Et l'idée, c'est de dire, attention, c'est une fausse idée. D'accord? On a un petit schéma derrière qui va vous donner, qui va vous préciser ça. Si je veux gagner $1 million, finalement, c'est plus facile d'aller pirater 20 entreprises et prendre à chaque fois $50 000 plutôt que d'aller taper une banque pour gagner $1 million. Donc là, on parle de 20 entreprises, mais si j'envoie 1 million d'emails, c'est pas 20 que je vais les taper. D'accord? Ça va être 50, ça va être 100, peut-être 1000. D'accord? Et pour moi, ce sera beaucoup plus simple. Par ailleurs, comme ce sera des petites attaques, probablement qu'il n'y aura pas de poursuite. Alors que si j'attaque une banque, il va y avoir des poursuites, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc j'ai bien meilleur intérêt à aller gagner plein de fois un petit peu d'argent. D'accord? Déjà, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que c'est clair? Je ne vous ai pas perdu? C'est bon. Alors, on disait tout à l'heure, la géopolitique dans le monde en ce moment est escalée. D'accord? Il y a des tensions. Et donc, il y a beaucoup d'interactions, en tout cas, peut-être qu'on ne voit pas nous à notre niveau, mais d'État à État. D'accord? Si vous deviez me donner le top 5 des États dont les groupes ou les agences s'en prennent au tissu économique canadien,
quel serait pour vous ce top 5? Est-ce que vous avez déjà le premier? Est-ce que quelqu'un saurait me dire? Premier? La Russie? L'Inde? Le premier, c'est la République populaire de Chine, avec un double effet. C'est que, premièrement, ils ont énormément de monde, d'équipes, d'agences dédiées à des cyberattaques. Pour vous donner une idée, que ce soit le Canada ou même l'Europe, les agences nationales de cyberdéfense, de cybersécurité comptent entre 500 et 700 personnes. On va dire Au Canada? Au Canada, et puis c'est à peu près pareil dans tous les pays d'Europe. On va dire, l'ordre de grandeur, c'est milliers. En Chine, on parle de 25 000 à 30 000 personnes. D'accord? Donc, ils ont vraiment investi dans du personnel, dans des équipements, pour aller perturber les autres pays. C'est vraiment une institution là-bas. Par ailleurs, l'autre inconvénient de la Chine, c'est qu'ils ont énormément de moyens technologiques. Donc, ils ont beaucoup de monde, ils ont beaucoup de technologie. Donc, ils sont très efficaces et très perturbants. Le numéro 2, je l'ai entendu là tout à l'heure, c'est la Russie. D'accord? Donc, la Russie, pareil, beaucoup d'équipes. Par contre, beaucoup moins de technologie. Ils sont moins technologiques que les Chinois, donc différents, mais en ce moment, beaucoup d'activités liées à la Russie. Le troisième, c'est la République islamique d'Iran. D'accord? Donc on ne s'attendrait pas forcément à trouver l'Iran en troisième position. Il faut savoir que tout à l'heure on parlait de motivation et notamment de motivation idéologique. Et là on est vraiment dans ce cas-là. Donc on est dans des groupes qui sont financés par le gouvernement et qui, avec un vecteur idéologique, vont mener des attaques généralement très ciblées vers les pays avec lesquels il y a des tensions. D'accord? Autant la Chine et la Russie c'est un peu tout le monde, autant l'Iran va quand même cibler, mais ils ont d'énormes moyens et surtout des pirates qui sont très, très bien formés et très performants. Le quatrième, c'est la Corée du Nord. Alors avec la petite particularité qu'il n'y a pas d'internet en Corée du Nord, en tout cas officiellement, mais pour autant la Corée du Nord est très active sur internet pour aller pirater. Alors il n'y a pas d'internet pour le commun des mortels, mais le gouvernement a des écoles et puis des réseaux internet qui ressortent par la Russie, qui leur permettent d'aller mener des attaques pareil. Et le dernier, on ne va pas le parler. Ah bon, c'est bon, on va le monter. Donc c'est la République de l'Inde. Alors, on l'a entendu tout à l'heure. Oui, on l'a entendu tout à l'heure. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ce que l'Inde soit là, mais l'Inde est vraiment en train de rattraper son retard sur ce domaine. Et les cyberattaques sont une forme de guerre propre. J'aime pas trop le terme guerre, mais voilà. Donc c'est des moyens vraiment de gérer des conflits avec d'autres pays sans en venir aux mains, j'ai envie de dire. D'accord? Donc l'Inde est vraiment en train de rattraper, il met vraiment les moyens, donc va probablement passer un petit peu devant les autres dans les années à venir. Donc voilà un peu le panorama, et encore une fois, la République de Chine probablement ne va pas vous attaquer, je suis quasi pas en sûr. direct en tout cas. Pas en direct, mais par contre elle peut essayer de perturber le tissu économique et vous pouvez être des victimes collatérales. Ce petit schéma, c'est donc les Avengers et les Homeland Justice sont des groupes de cyberattaquants qui sont financés par le gouvernement iranien. D'accord? Ce que je voulais simplement vous montrer ici, l'image, c'est que globalement ces groupes, depuis quelques années, ont des activités qui sont un petit peu comme ça, un peu périodiques, mais qu'un événement politique ou géopolitique, et là on parle de la guerre Israël-Hamas, qui a débarré en septembre, fait que ces groupes prennent une activité énorme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce fameux effet collatéral, finalement, quand il se passe quelque chose dans le monde, vous pouvez indirectement finalement être impacté par ça, parce que ces groupes-là, en fait, vont vraiment rentrer en action, puis vont essayer vraiment de semer un peu le bazar partout. Alors, question bête, est-ce que ça veut dire que dans des périodes comme ça de conflit ou d'instabilité, il faut être plus vigilant? Alors, j'ai envie de dire, Marcelo l'a dit tout à l'heure, il faut toujours être vigilant, mais effectivement, vous pouvez avoir comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois des pics d'attaques liés à un événement dans le monde, qui peut être une élection, j'ai entendu tout à l'heure, qui peut être un conflit, qui peut être une compagnie qui prend des positions
par exemple une compagnie pétrolière qui pollue un endroit à cause d'un accident, puis des activistes comme ça vont un peu s'en prendre un peu à tout le monde pour viser cette compagnie. Puis vous pouvez surtout avoir des cas où la compagnie est visée, et puis l'attaquant, ça se passe mal, et sans qu'il le veuille, ça diffuse. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 2010, donc l'Iran était dans des phases d'essayer d'industrialiser la production d'uranium enrichi, d'accord, pour la construction de bombes atomiques. Et les services secrets israéliens et américains ont construit un virus qui avait pour objectif de perturber le comportement des centrifugeuses. Alors, pour enrichir l'uranium, en fait, vous mettez l'uranium dans des centrifugeuses qui tournent à une vitesse extrêmement précise pour enrichir l'uranium. Et ce virus, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il modifiait de temps en temps la vitesse des centrifugeuses, ce qui fait que les Iraniens n'arrivaient pas à concentrer leur uranium. D'accord? Donc ils ont mis des années à réussir à introduire ce virus, puisque les centrales qui produisent l'uranium sont très protégées, donc ils ont réussi à rentrer ça. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce virus allait sortir de ces centrales et se diffuser sur Internet et impacter toute la planète et toutes les centrales, enfin toutes les compagnies qui travaillent à l'enrichissement de l'uranium. Donc c'est le pire. Vous pourrez chercher sur Internet, ça s'appelle Stuxnet. Le virus s'appelait Stuxnet. Et Stuxnet s'est diffusé sur la planète. Donc vraiment, le contre-effet de ce que voulaient ces services secrets. Ils ont impacté effectivement l'Iran, mais ils ont impacté également le reste de la planète. Et donc il y a des compagnies qui ont été victimes d'un virus qui ne leur était pas destiné, mais qui simplement s'est diffusé de manière imprévue. D'accord? Encore une fois, l'effet de bord ou l'effet collatéral. Donc juste en gros, pour résumer les deux conférences, on est dans une période d'instabilité, on est plus vigilant, on reçoit un mail douteux, on vérifie sur le site que tu nous as donné tout à l'heure et on prend bien les précautions avant de cliquer sur un quelconque lien, c'est ça? On va y revenir après, okay. Mais effectivement, c'est ça. On peut passer à la suivante. Donc les types de cyberattaques, donc ça c'est des statistiques que j'ai eues sur le site du gouvernement. Le point que je voulais vous montrer là, c'est que la plus fréquente, c'est le hameçonnage. Donc c'est vraiment le mec qui arrive avec le lien frauduleux. Donc vous voyez, on n'est pas sur des attaques d'État, de je rentre sur le réseau, je pirate tout, c'est vraiment j'essaye de diffuser au plus large et puis je me dis, il y en a bien 2-3 qui vont cliquer, puis je vais leur bloquer, puis je vais demander une rançon derrière, ou je vais utiliser leurs identifiants pour me connecter, puis aller prendre un petit peu, pas forcément des millions de dollars, mais un petit peu partout. D'accord? Donc c'est pour ça que, même en tant qu'OBNL, vous êtes concerné parce que le gros des attaques, c'est des attaques qui ciblent tout le monde. Mais dans tous les cas, ne cliquez pas. Soyez très méfiants. C'est vraiment le message, s'il doit y en avoir un seul, c'est soyez vigilants. On peut passer à la suite. Donc en synthèse, le cyberespace est de plus en plus hostile et le terme hostile, c'est vraiment le terme qu'il faut retenir. D'accord? On va vous attaquer plus et puis quand on vous aura attaqué, on sera rentré, on vous en demandera plus. Donc le nombre d'attaques et leurs impacts est en forte croissance. Puis les OBNL, on a pris beaucoup de statistiques sur les PME, mais on pense que par rapport à des petites PME, enfin en tout cas le risque est le même. L'activité est différente, d'accord, la structure juridique et tout est différente, mais en tout cas le risque est probablement très 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 proche. Alors par contre Christophe, on leur a promis qu'on leur faisait pas peur ce matin. Je pense que là ils ont tous peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, en fait il y a des choses déjà très très simples et on va essayer de se concentrer justement sur ces choses simples ce matin. Donc la question, est-ce que vous avez mis en place? Alors, par où commencer? Souvent, le problème, c'est on dit, OK, moi, je veux bien faire de la cybersécurité, mais c'est quoi? Par où je commence? D'accord? Où je tire le fil? Donc, il n'y a pas vraiment de recette miracle, d'accord? Ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre de la taille de votre compagnie, ça va dépendre de votre activité. Donc, sortir une recette comme ça, ça collera peut-être à 20%, mais pas vraiment. Ce qu'on voudrait surtout vous dire, c'est que on parle de protection à 360 degrés. La sécurité, la cybersécurité, ce n'est surtout pas, et c'est là où j'insiste, qu'une question de technologie. D'accord? On peut passer à la slide suivante. Bien sûr, il faut prendre des mesures technologiques, on a vu avec les solutions que, par exemple, que présentait Marcelo, mais il y a toute la notion de vos processus d'affaires, d'accord? Vos processus d'activité, pour être plus large, et puis surtout, il y a l'humain derrière.
et on va y revenir, mais l'humain est vraiment le critère, comme le disait madame. J'ai reçu quelque chose, c'était étrange, d'accord? C'est bien l'humain, votre dernier rempart. En fait, si je devais faire un parallèle, si je dois me rendre d'un point A à un point B, je vais avoir besoin de technologie, oui, je vais avoir besoin d'une voiture. Et pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Mais cette voiture, il faut que je sache la conduire. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir une belle voiture si je ne sais pas la conduire. Et puis, si je sais la conduire, d'accord, mais il faut que, quand je suis au volant, il faut que je sois concentré. Il ne faut pas que je regarde mon téléphone, il ne faut pas que je parle à mes enfants. Voilà. Donc, pour aller d'un point A à un point B, ça prend de la technologie, ça prend du savoir-faire, et puis ça prend de l'humain. Sinon, ça conduit comme ça. D'accord? Et finalement, la cyberdéfense, c'est la même chose. Si vous voulez être bien sécurisé, il va falloir de la technologie, il va falloir maîtriser vos processus, et puis surtout, vous appuyer sur votre richesse, c'est-à-dire les personnes avec qui vous travaillez. On va passer là-dessus. Donc, on a mis là quelques idées minimum pour se protéger, d'accord? Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une base, et puis qu'après, on peut faire d'autres choses. Donc, première chose, la technologie, donc c'est effectivement cloisonner vos environnements. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est assurez-vous que seules les personnes qui travaillent avec vous accèdent à vos environnements informatiques, et puis surtout accèdent à des choses auxquelles ils ont le droit d'accéder. Je donne un exemple. Est-ce que tout le monde a le droit d'accéder aux fichiers RH? Oui, non, peu importe, la paye, des choses comme ça. La réponse est non. La réponse est non. Okay. Donc, assurez-vous déjà que ceux qui accèdent aux informations de vos compagnies sont les gens qui ont le droit d'accéder. Bien sûr, un antivirus, c'est un minimum. Alors, des fois, je ne le précise même pas parce que maintenant, par défaut, quasiment sur tous les postes, il y a des antivirus. Le point vraiment crucial, c'est appliquer les mises à jour et les rustings. D'accord? Les pirates, s'ils n'utilisent pas la faiblesse humaine, vont utiliser des faiblesses de votre technologie. On va utiliser des vulnérabilités qui sont présentes dans Windows, dans les systèmes que vous utilisez, dans vos navigateurs. Donc, pensez à faire les mises à jour de manière fréquente. Souvent, nous, quand on fait des audits, on voit des postes qui n'ont pas de mise à jour depuis des années. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. Souvent, ça peut se faire de manière automatique. Mais c'est vraiment crucial. Et puis, faites des sauvegardes. D'accord? Les sauvegardes, le but, c'est la continuité des affaires. C'est-à-dire de ne pas tout perdre d'un coup, c'est ça? Votre richesse, c'est votre savoir-faire. C'est les éléments qui vont vous permettre de redémarrer rapidement. D'accord? Je disais tout à l'heure, l'enjeu, souvent, c'est on a une cyberattaque, on arrive à l'arrêter, mais derrière, il faut redémarrer l'activité. Et redémarrer l'activité, le plus simple, c'est quand même d'avoir des sauvegardes, si possible, les plus récentes possibles, pour essayer de perdre le moins de temps dans la reprise. D'accord? La reprise, c'est vraiment l'enjeu qui souvent pose problème. Pour les processus, j'ai mis cartographier vos activités d'affaires critiques. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? C'est que des banques, que des grands organismes sauvegardent, sécurisent tout leur système, ok. Mais souvent, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'expertise, on n'a pas le temps. D'accord? Donc, il faut choisir ses combats. Et finalement, choisir ses combats, c'est dire quoi? C'est dire, si demain, je me fais cyberattaquer, quels sont mes processus d'entreprise qui sont vitaux pour moi? Est-ce que je dois faire les payes? Est-ce que je dois pouvoir facturer? Est-ce que je dois pouvoir produire? Est-ce que je dois pouvoir stocker? Payer les fournisseurs, d'accord? Quels sont finalement, dans mon entreprise, ce qui est absolument vital? Puis ce qui est vital pour demain, ce qui est vital dans une semaine, voilà. Et puis concentrez-vous à sécuriser ce qui est le plus vital pour vous, d'accord? Vouloir tout sécuriser, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut être aussi une façon de noyer un peu ses moyens, d'accord? Donc, vaut mieux se concentrer sur ce qui est vital pour votre compagnie. Et vous verrez que c'est, quand on commence cet exercice, on se dit, bah oui, je sais ce qui est vital. Et puis, finalement, on peut s'apercevoir qu'il y a des petites choses comme ça. Alors, soit qu'on ne pensait pas vitales qu'ils le sont, soit qu'on pensait vitales et qu'ils ne le sont pas tant. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que pouvoir payer vos collaborateurs, c'est quelque chose qui est vital pour vous? Je dirais oui. Je dirais oui. Là, en fait, ça dépend. La paye, ça va être toutes les semaines ou tous les 15 jours. Si j'ai fait la paye hier et que je ne peux plus faire la paye aujourd'hui, finalement, j'ai une semaine devant moi pour récupérer. D'accord? Maintenant, je suis piraté, j'ai la paye ce soir ou demain. Et puis, je ne peux pas la faire. Finalement, peut-être que je peux appeler la banque, je dis, reproduisez les payes qu'on a fait la semaine dernière à l'identique. Dans 90% des cas, ça va être correct. Et puis, le 10%, je vais le gérer. Donc, voilà, on pourrait penser que la paye, c'est crucial. Puis, en fait, on peut s'apercevoir que dans certains cas, c'est pas si crucial que ça. Donc en fait, c'est plus qu'on va aller chercher des quick wins. C'est ça, on va identifier ce qu'on pense crucial, puis on va se dire, si demain je suis piraté, comment je fais? Comment on bondit le plus finalement, je peux facilement. m'en sortir.
Ok. Tu vois, puis par contre, bah, peut-être que mes chaînes d'approvisionnement, pour pouvoir produire, bah, ça, c'est crucial. D'accord? Donc on va commencer à identifier vraiment ce qui est critique, et puis on va se concentrer là-dessus. Se préparer donc à répondre à une attaque, c'est ça, c'est de dire bah, si demain je suis attaqué, qu'est-ce que je fais? Parce que le problème, c'est que dans une cyberattaque, le temps, d'accord, la vitesse de réaction, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Je prends souvent l'exemple d'un incendie, d'accord? Quand un feu pogne quelque part, si je m'en occupe dans les 5 premières secondes, j'ai besoin d'un verre d'eau pour l'éteindre. Si j'attends 5 minutes, si j'attends 1 minute ou 2-3 minutes, il me faut un seau. Si j'attends 10 minutes, il me faut un camion. Ben, la cyberattaque, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous la prenez tout de suite dès qu'elle arrive, parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes préparé, ben, globalement, vous pouvez vous en sortir. Si vous attendez 1 heure, 2 heures, une journée, ben là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le pirate va prendre possession de l'ensemble de vos éléments, et puis ben, pour le déloger, ce sera plus compliqué. Donc pour reprendre l'exemple de Marcelo, c'est il se passe quelque chose, je change tout de suite tous les mots de passe. Je change tous les mots de passe, j'attends pas que le pirate ait pu aller sur mon SharePoint, télécharger des documents, ou voire même se soit lui-même amusé à changer mon mot de passe et que je sois bloqué. Ouais, okay. D'accord ? Et puis le point sur lequel je veux insister, c'est que la richesse des compagnies, c'est pas la technologie, c'est pas les processus, c'est l'humain. D'accord ? On l'a vu dans tous les cas, c'est l'humain qui détecte quelque chose d'anormal, qui n'a pas été arrêté par la technologie et qui va être suspicieux, qui va prévenir, informer, puis prendre des mesures. Donc, surtout, former, sensibiliser les personnes chez vous. D'accord ? Ça peut prendre la forme d'une petite session comme ça. Ça peut être, des fois, vous avez des compagnies qui vous envoient exprès des faux mails pour voir si vous cliquez. D'accord ? Puis que si vous avez cliqué, ils disent « Ah, bah, c'est pas bien, vous avez cliqué ». Mais votre richesse et votre meilleure défense, ce sont les humains. Puis pensez à les outiller, je donne un exemple, on dit toujours, il ne faut pas mettre le même mot de passe, enfin, ayez un mot de passe par site, par outil, par machin. Mais si j'ai 50 mots de passe, comment je fais pour m'en souvenir? Alors souvent, bah, c'est le fameux post-it qui est posé à côté du poste. Donc il y a des outils qui vous permettent comme ça de sécuriser vos mots de passe. Si vous leur dites n'utilisez pas le même mot de passe partout, donnez-leur les moyens de gérer tous ces mots de passe. D'accord ? Donc, il y a la bonne pratique, puis il y a l'outil pour avoir la bonne pratique. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'était le minimum. Après, évidemment, avec la taille de la compagnie, avec le temps, à partir du moment où vous allez mieux maîtriser ce minimum, avec la maturité, il y a des milliers de choses à faire. D'accord ? Mais l'idée, c'est plutôt de cibler déjà c'est quoi mes processus critiques, de quoi j'ai besoin pour travailler, comment déjà je sécurise ça bien, comment je maîtrise déjà ce minimum, et puis après je monte en maturité. On peut aller à la slide suivante. Donc, vous l'avez compris, pour moi l'humain c'est important. Donc il y a quelques années on était très axé technologie, puis on disait la faiblesse c'est pas dur, c'est ce qui est assis entre la chaise et le clavier. La faiblesse elle est là. D'accord ? Donc tout le monde disait la faiblesse c'est l'humain. Puis en fait on y en revient vraiment de ça. D'accord ? La technologie n'arrête pas les attaques. Il faut en être persuadé. Ça aide, ça minimise, mais ça n'arrête pas les attaques. Donc la personne n'est plus le maillon faible, c'est votre dernier rempart. D'accord ? C'est la personne qui va derrière justement détecter quelque chose que les firewalls, les différents systèmes de protection n'ont pas su arrêter parce que les pirates sont de plus en plus malins. D'accord ? Et c'est donc l'humain qui est votre richesse et qui va pouvoir vous aider à, ultimement, je dirais quand toutes les mesures de sécurité ont été bypassées, ultimement lever l'alerte. Et puis, plus il va réagir vite, plus vous pourrez, vous derrière, mettre en place les mesures de réaction rapidement et éteindre l'incendie avec le petit verre et ne pas être obligé d'appeler le camion. On peut aller à la slide suivante. Donc, que faire en cas de cyberincident ? Donc, premièrement, ne pas se dire « Ah non, ça ne peut pas être une cyberattaque, ça ne peut pas m'arriver. Je suis une OBNL, je ne suis pas une banque, ça ne peut pas m'arriver. » Donc, on ne ferme pas les yeux. Dès qu'on a un doute, il vaut mieux avoir une mauvaise alerte, enfin une fausse alerte, que de louper une vraie alerte. D'accord ? Donc, on ne ferme pas les yeux. Deuxièmement, dans la mesure du possible, on essaye de limiter les interactions avec l'extérieur. Donc, si on a la main, on peut couper sa connexion Internet, d'accord, pour vraiment se cloisonner, éviter que la personne puisse... Parce que le pirate étant à distance, si vous coupez Internet, il n'a plus accès chez vous. D'accord ? On ne va surtout pas, à ce moment-là, se connecter à sa banque pour voir s'il y a eu des mouvements sur les comptes.
D'accord? Donc vraiment, on essaie de limiter l'activité. J'ai une question bête pour toi. Si je suis en panique, j'éteins mon ordinateur, ça fait quelque chose ou pas? Alors, en théorie, oui, sauf que souvent, ton ordinateur est connecté à un serveur. Et donc le pirate, souvent, il est déjà sur le serveur. Donc en théorie, il faudrait éteindre le serveur. Sauf que pour savoir ce qui s'est passé, les compagnies qui vont vous accompagner, si vous vous faites accompagner de compagnie, vont aller sur le serveur pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été piraté, est-ce qu'on m'a volé ma base de données client, est-ce que je dois prévenir mes clients, est-ce que je dois prévenir l'État. Donc souvent, c'est pas une bonne idée d'éteindre les serveurs. L'idée, c'est vraiment de couper le réseau. Juste le Wi-Fi. Le Wi-Fi. J'éteins le Wi-Fi, je déplug si je suis plugué. C'est vraiment le meilleur moyen. Okay. D'accord. Troisième point, donc se faire accompagner par des spécialistes. Réussir à identifier ce qu'a fait le pirate, où il est allé, qu'est-ce qu'il vous a volé, etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué et moi-même je ne sais pas forcément le faire. D'accord ? Donc il y a des spécialistes qui font ça. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des spécialistes. D'accord ? C'est un message aussi. C'est toujours compliqué de reprendre une activité sans savoir vraiment ce qui vous est arrivé. D'accord ? Donc faites-vous accompagner par des spécialistes et puis le message c'est anticiper ce besoin. C'est pas au moment où vous êtes attaqué qu'il faut chercher sur Google qui ne fonctionne plus parce que de toute façon votre ordinateur est corrompu. Allez passer des coups de fil à des compagnies en disant ben voilà, je vais vous faire attaquer. Vous êtes sûr que vous allez prendre la première compagnie qui vous répond parce que vous êtes en stress, donc pas forcément la meilleure. Vous allez accepter le tarif qu'ils vous donnent parce que vous êtes en stress, d'accord ? Donc c'est des choses qu'il faut anticiper. Certaines compagnies même, vous pouvez signer un contrat à l'avance, d'accord ? Qui dit que si vous avez un problème, ben, ils s'engagent à venir dans les 2 heures, dans les 3 heures, peu importe. Et puis vous accompagner. Donc surtout n'attendez pas d'avoir le problème. C'est un peu comme avoir un accident de voiture puis chercher une assurance à ce moment-là. D'accord ? C'est un peu ça l'idée. Et puis, il y a un portail du gouvernement où vous pouvez, en tant que petite structure modeste, déclarer des incidents. Alors pourquoi c'est utile ? Parce que ça peut, comme je le disais tout à l'heure, souvent c'est des attaques qui sont un peu très larges. Et c'est bien de prévenir les petits copains que vous, ça vous est arrivé. Voilà. Donc c'est aussi bon des fois de temps en temps d'aller vous sur ce portail et puis de dire bah, c'est quoi en ce moment ? Est-ce qu'il y a des attaques qui visent les petites structures ? Est-ce qu'il y a des attaques qui visent les OBNL ? Pourquoi pas ? Pour avoir des activistes comme ça qui visent. Donc signaler pour les petits copains puis allez voir par vous-même. Puis à une conférence, j'avais croisé un directeur de la cybersécurité de la Sûreté du Québec et il me disait personne signale les incidents. Fait qu'eux, ils peuvent pas, enfin très peu de gens signalent. Fait qu'ils collectent pas de l'information, de la donnée, ils peuvent pas publier l'information aux gens. Fait que c'est essentiel. C'est pas tant, ça va pas répondre à votre besoin sur le moment, ça va pas vous aider dans la crise, mais c'est sûr, ce que tu disais, ça va aider les autres, puis ça va permettre de faire peut-être plus de recherche et puis pour le gouvernement, je veux dire, pour protéger plus les gens. Donc voilà un peu les messages qu'on voulait passer aujourd'hui. Donc pas de panique. Le message, c'est surtout pas n'utilisez pas Internet, c'est surtout pas ça le message, c'est utilisez Internet, mais soyez conscient qu'il y a des risques. Et puis mettez en place des mesures simples, d'accord ? D'ailleurs, il y a une conclusion, on y va sur la conclusion. Donc la menace, c'est de plus en plus forte. Donc toutes les organisations sont des victimes potentielles. Voilà, il y a quelques mesures simples qui peuvent permettre de les limiter, mais globalement, plus vous allez avoir des structures importantes, plus vous allez être mature, plus il faudra mettre en place des mesures. Vos collaborateurs sont le meilleur rempart. J'insiste là-dessus. Préparez-vous et n'hésitez pas à vous faire aider.